le bébé parce qu'après ça, il risque de manquer d'oxygène. Le bébé ne peut pas être entre la césarienne, il ne peut pas être entre le dehors et le dedans, c'est soit dans l'utérus, soit à l'extérieur. Puis sinon, il y a des connexions qui peuvent manquer, des blessures qui peuvent engendrer là, des séquelles à l'enfant. Donc, elle, on est à peu près à 3-4 minutes suite à la césarienne, pendant la césarienne. Puis là, elle évalue qu'il lui reste peu de temps. Puis juste pour vous donner une idée de temps, là, on est à 3-4 minutes, puis il est né 50 minutes plus tard. Donc, ils ont essayé plusieurs manœuvres, dont une de me basculer les hanches. Donc, ils se sont mis à plusieurs infirmières pour me prendre le bassin, puis dévisser, dans le fond, mon bassin avec la tête de mon bébé, ce qui n'a pas fonctionné non plus. Donc, là, il était en mode qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Il n'y a rien qui fonctionne. Puis, à ce moment-là, le médecin a annoncé dans la salle qu'elle ne savait pas si elle sortait l'enfant vivant. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on reçoit une nouvelle warrior, Florence, qui va nous parler d'une césarienne un peu particulière. Une césarienne de grande urgence et réalisée d'une manière assez exceptionnelle. C'est une façon d'opérer et de réaliser une naissance par césarienne assez rare, mais qui mérite d'être connue tout simplement parce qu'il y a peut-être d'autres femmes qui ont vécu ce type de césarienne, et c'est la volonté de Florence de partager son vécu pour que les autres femmes se sentent moins seules, en tout cas moins seules que ce qu'elle a été. Florence est basée au Québec, donc c'est un épisode avec ce joli accent québécois. Mais c'est pas, la procédure n'est pas spécifique au Québec, ça peut aussi arriver en France ou partout en général. Et je la remercie parce que c'est un épisode très fort. C'est aussi un partage qui vient du cœur. Florence nous partage son expérience avec beaucoup de générosité. Alors n'hésitez pas à aller lui envoyer beaucoup de love. Je vous laisse avec cet épisode incroyable et on se retrouve juste après. Bonne écoute. Bienvenue Florence sur notre podcast. Bonjour! Alors, je suis super contente d'enregistrer cet épisode avec toi, tu le sais. Très belle rencontre. On va tout de suite dire merci à Aline, parce que c'est grâce Oui! à Aline qu'on s'est rencontrés virtuellement. Aline, donc de The Bee Boost. Et donc voilà, donc moi je suis très heureuse. En plus, c'est la première fois que j'enregistre un épisode avec quelqu'un qui est aussi loin. Donc ça, c'est très chouette. Est-ce que tu veux bien, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui! Alors bonjour, je m'appelle Florence. D'abord, merci de me recevoir sur le podcast. Génial, j'ai trouvé ta page par hasard, Instagram, puis je me suis mise à pleurer parce que j'étais vraiment, dans le même créneau de femmes, que tu fais. Donc, moi, je suis photographe, je suis québécoise, puis, je fais de la photographie pour les femmes, donc, maternité, allaitement, bébé. Je suis vraiment dans le monde, de la maternité. Je suis aussi enseignante au primaire, donc, je fais un petit peu de tout. Puis aujourd'hui, on se rencontre pour parler justement d'une cicatrice que j'ai qui ressemble aux femmes que tu rencontres ici. Ah bah merci. Et bah tu vois, dans tout ce qu'on s'est dit, je savais même pas que tu étais enseignante. Donc tu Oui, vois, je vais apprendre encore plein de choses. ouais, Ça, c'est enseignante au génial. primaire aussi, ouais. Mm. Alors, t'es québécoise, mais t'es au Québec. Oui, exactement. Je suis au Québec, oui, absolument, de l'autre côté de l'océan, fait qu'on se parle de loin, mais on réussit quand même à se trouver un moment malgré le décalage horaire. Ouais, non, mais c'est important parce que moi j'aime bien aussi tu sais, le fait de se dire on peut toucher toutes les femmes à n'importe quel moment de leur parcours, mais aussi n'importe où. Et Oui, voilà, là on est sur un podcast qui est francophone, donc forcément on va parler des femmes qui parlent français, en tout cas qui sont dans la francophonie, ouais. et qu'on puisse se comprendre. Mais voilà, moi je suis super contente, je te remercie. Je me rappellerai, je pense, toute ma vie des vocaux que j'écoutais dans ma salle de bain à 23h. Super émue. Ouais. Merci à toi, merci pour ta confiance. Et donc justement, tu sais qu'on dit que Wounded Woman, c'est le slogan, c'est pas de cicatrice sans super-héroïne. Donc, de quelle cicatrice tu vas nous parler aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ma cicatrice de césarienne. C'est la seule cicatrice que j'ai. Donc, deux césariennes que j'ai eues pour avoir mes deux garçons. Puis, ma première césarienne s'est très mal passée. Puis, ça m'a fait une cicatrice qu'on appelle en T inversé. Donc, c'est pas une cicatrice de césarienne régulière, c'est plutôt, il faut imaginer un T
la barre du thé au bas du ventre comme une césarienne normale, puis le thé aussi à la verticale jusqu'au nombril. Donc, un amalgame, une espèce de petit trou là, dans le bas de mon ventre en cicatrice. Les auditeurs, ils pourront voir parce que tu as aussi fait des photos de toi qui sont magnifiques Absolument, et merci. ouais. Mmh, donc Ouais, je me suis dit, il fallait que je la prenne en photo, il fallait que je parle de ça. Ça m'a pris du temps à en parler. On va s'en discuter durant le podcast, mais une fois que j'ai été prête, je me suis dit, il faut le partager. Puis à ce moment-là, j'avais pas trouvé de femme avec d'aussi grosses cicatrices jusqu'à temps que je tombe sur ton Instagram 3 ans plus tard. Vraiment. Puis là, je me suis dit, waouh, c'est vrai que je suis pas tout seule. J'avais trouvé plein de mamans cicatrisées de césarienne, mais d'abdomen, en fait. Ouais. C'est vrai que c'est en plus, c'est une zone qui est habillée. Donc en fait, Oui, on va pas se balader dans la rue: «Bonjour, j'ai une cicatrice abdominale». Donc forcément, bah, on n'est pas amené à forcément à le voir. À la piscine, bah, si on a un maillot de bain 1 pièce, ça se voit pas. Même sous un maillot de bain 2 pièces, taille haute, ça peut ne pas se voir. oui, Donc en fait, c'est vrai exactement. qu'à Ouais. moins d'avoir volontairement envie de montrer cette cicatrice, donc ça fait partie d'une démarche, bah, pas évident. Donc écoute, moi, je suis encore plus touchée, tu vois? Parce que, c'est exactement pour ça qu'Wanted Women existe et donc Oui. je suis ravie parce que du coup, tu as trouvé une communauté de femmes qui est comme toi et donc ça, je suis trop Ah contente. oui, vraiment. Puis un peu tard, finalement, 3 ans plus tard, mais je te dirais que même 3 ans plus tard, ça m'a tellement touchée. Je t'ai fait un vocal tout de suite, puis je me suis mise à pleurer en te disant, tu sais, c'est la première fois que je trouve un groupe de femmes qui montrent leurs cicatrices comme ça, puis ça fait du bien de partager. Puis c'est pour ça que j'ai accepté aussi de venir parler de ça sur le podcast, parce que je me dis, toutes celles qui le montrent pas, mais qui ont besoin d'entendre ou qui ont besoin de parler de ça, c'est tellement important parce qu'on se sent seul là-dedans. Comme tu dis, c'est une cicatrice qu'on ne montre pas vraiment ou qu'on peut facilement cacher. Donc, s'il y en a pas qui viennent prendre la parole puis qui parlent de ça, alors on se retrouve toute seule avec notre cicatrice chez nous, là. Bah, exactement et donc du coup, est-ce que tu veux bien, du coup, nous expliquer un peu ce qui s'est passé et comment tu t'es passée de, comme beaucoup d'entre nous, d'une sportive au ventre plat, Ouais. qui était bien dans son corps? Non, mais je veux dire, voilà, de toi et ton corps, en tout cas, comme tu étais bien avec ton corps et parce que je dis que tu es sportive et c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde peu, mais qu'on va bientôt aborder parce que j'ai trouvé une sportive, une athlète qui a eu des césariennes, donc on va en Ah reparler oui, bientôt. Ça y est, j'ai wow. trouvé après 1 an et demi de recherche, mais c'est vrai qu'on parle assez peu de la, et tu pourras en reparler aussi, de la reprise du sport quand on a eu une césarienne parce Oui, qu'en fait le ventre est quand même coupé en 2 et c'est pas anodin en termes de mobilité quand de base, on est déjà sportif et sportive donc voilà. En tout cas, est-ce que tu veux bien nous expliquer ce qui s'est passé, pour toi oui, et comment elle est arrivée cette cicatrice? oui. Donc, en fait, c'est lors de mon premier accouchement à mon premier garçon, il y a 3 ans. Donc, c'était mon premier bébé. J'ai eu une très belle grossesse, pas de complications, je suis en forme, j'avais 26 ans à ce moment-là, donc tu sais, j'étais aucun problème de santé en vue, un bel accouchement, à prévoir. Puis, je me suis rendue, ici, on se rend, directement à l'hôpital ou en maison de naissance. Mon conjoint et moi, on avait choisi l'hôpital, par question de sécurité, puis moi, j'avais pas de préférence vraiment. C'est plus ou moins populaire ici, les maisons de naissance. Ça commence, mais il y a 3 ans, c'était vraiment plus, hôpital. Donc, on se dirige à l'hôpital. J'ai perdu mes os à 39 semaines pile. Donc, j'étais bien heureuse, comme dans les films, pas de douleur, rien. Donc, je suis rentrée, à l'hôpital, très confortable. Puis à l'hôpital, une fois qu'on perd nos os ici, ils nous gardent dans une chambre, puis ils nous monitorent, tout de suite parce qu'on a comme la poche des os qui est fissurée. Alors, ils nous gardent en milieu stérile. Donc, je suis arrivée à 18 heures en soirée à l'hôpital, puis j'ai eu aucun travail naturel jusqu'à 1 heure du matin. Donc, 7 heures, 7 heures dans la salle avec aucun travail naturel. Puis ça, c'est drôle parce que dans les hôpitaux ici, c'est plein de salles d'accouchement une à côté de l'autre, puis on entend les femmes accoucher. Puis comme moi, je n'étais pas en travail, moi et mon conjoint, on entendait les femmes accoucher, puis on se disait, hey, c'est pas facile, hein, il y en a qui l'ont dur, sans savoir ce qui m'attendait, effectivement. Donc, on trouvait ça un petit peu particulier d'entendre tout le monde accoucher. Puis à 7 heures, donc 7 heures après mon arrivée, à 1 heure du matin, les médecins m'ont dit, on peut pas te garder indéfiniment, donc on va déclencher ton accouchement. On va te mettre de l'ocytocine dans le corps, donc c'est de l'ocytocine synthétique. L'ocytocine qui est l'hormone là, qui provoque les contractions. Puis les femmes réagissent très différemment à l'ocytocine une de l'autre. Puis moi, j'ai bien réagi, ça a été effectif
immédiatement, donc aussitôt qu'ils m'ont injecté l'ocytocine, j'ai eu des contractions, mais là, je suis partie de 0 contraction à 100% de contraction. Donc, les contractions étaient très douloureuses dès le début. Puis, aussitôt qu'ils te mettent de l'ocytocine, alors là, ils nous branchent des moniteurs pour surveiller le cœur du bébé, l'activité cardiaque du bébé, j'imagine comme vous aussi, là. Ouais, ouais, tout à Donc, fait. j'ai été mis sur l'ocytocine, puis directement, là, je suis passée à 100% là, de contraction. Puis j'ai été en contraction assez douloureuse pendant 4 heures, mais j'ai aimé quand même cette partie-là. C'était un moment intime avec mon conjoint, puis on gérait bien la douleur, ça allait bien. Puis après 4 heures, là, j'ai demandé à être évaluée pour voir j'étais dilatée à combien. Moi, dans ma tête, j'allais accoucher là, dans quelques minutes. Je pensais que j'étais dilatée à 10. Là. Puis à ce moment-là, 4 heures plus tard, ils m'ont dit t'es à 3,5. Là, je me suis dit, OK, je peux pas continuer comme ça des heures et des heures. Alors, j'ai demandé l'épidurale. J'étais très confortable de le demander. Puis aussitôt qu'on me l'a mis, là, ça a été très relax. J'ai eu 2 heures pour me reposer. On a dormi une petite demi-heure, mon conjoint et moi. Donc, on a vraiment apprécié ce moment-là aussi de pouvoir avoir accès à ça, de calmer la douleur. Donc, finalement, après 6 heures de contraction, dont 2 heures sous l'épidurale, là, j'ai été dilatée pratiquement complètement. Là. Donc, les 2 heures d'épidurale ont permis à mon corps de dilater, finalement. Puis, à 7 heures le matin, on commence les poussées. Puis, comme tu disais tantôt, comme je t'ai raconté, moi, je suis une sportive. Donc, moi, les poussées, j'avais hâte. C'était la partie là, comme forçante de l'accouchement. Donc, tout de suite, là, avec l'ocytocine, j'étais déjà aux 2 minutes. Donc, c'était des grosses contractions aux 2 minutes, assez élevées parce qu'il était monitoré. Donc, on le voyait très bien. Là. Puis, c'était des bons pics de contraction. Donc, je me suis mis à pousser. Puis, j'avais pas d'attente pour mon accouchement, mais j'avais des attentes de longueur de poussée. Moi, je pensais que j'allais pousser 5 minutes, 10 minutes. Donc, je pars ma poussée en pensant que rapidement, le bébé va sortir, mais c'est pas le cas. Donc, j'ai poussé plusieurs minutes, 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, deux Ah, heures, 2 heures et demie. ah Puis là, ouais? Ouais, ouais, là, je me suis rendue finalement à 3 heures. Mais passé le 2 heures, là, moi, j'ai demandé qu'on me dise pas l'heure. J'ai demandé que personne tu sais, je voulais être restée dans ma bulle. Puis ça, tout le monde l'a respecté, c'était correct. Mais il y a eu un changement de chiffre. Donc, Attends, j'ai su. Oui, ils t'ont fait pousser pendant 3 heures? ouais, ouais, je me suis rendue à 3 heures. Puis j'ai eu ma première évaluation pour voir si ça allait, si le bébé allait bien, en fait, après 2h30 de poussée. Puis c'est 2h30, là, je te dis ça comme ça rapidement, mais c'est 2h30 où je poussais à 100% aux 2 minutes, avec des bonnes contractions. Ouais. Mais attends, Donc ça a été. faudrait que je revérifie pour mettre dans les ressources de l'épisode. Mais attends, en France, il y a une réglementation. Je pense que Ben, c'est ça. Nous, ça à paraît 3 heures, c'est la énorme, en limite, fait. là. Bah, c'est Ouais, c'est à énorme. 3 heures, c'est la limite. À partir de 2 heures, ben là, moi, comme si j'étais sur l'ocytocine, il surveillait l'activité cardiaque de mon bébé. Bien Donc, sûr. mon bébé Oui, a oui, bien jamais sûr. été, En tu sais, souffrance. c'est ça, en souffrance. Je pense qu'à partir d'1 heure et demie, 2 heures, il monitorent les bébés, peu importe si tu as eu de l'ocytocine ou pas. Là, moi, il était monitoré dès le début. Donc, dès le début, on suivait l'activité. Le bébé allait bien, il supportait bien les contractions, il supportait bien les poussées. Donc, ils m'ont laissé pousser. Puis moi, ça allait bien aussi. Donc, j'ai pas eu de problème, là. Tu sais, je poussais bien, ça l'allait, il attendait qu'il descende. Puis, ce qu'on a su par après, c'est que le médecin qui m'a couché à ce moment-là, c'était un médecin qui, sait, on appelle de famille, donc qui n'est pas obstétricienne, c'est pas celle qui fait les accouchements par césarienne et tout, mais elle fait les accouchements vaginaux réguliers. Puis, mon bébé, en fait, le crâne de mon bébé avançait bien. Le médecin voyait le cuir chevelu, donc elle pensait qu'il y avait une progression d'accouchement régulier. Après 2 heures et demie, là, ils ont commencé à se poser des questions parce que le bébé a arrêté de progresser. Donc, ils ont fait venir une échographie portable pour voir à quel endroit était situé le bébé dans mon bassin. Puis, cette échographie-là, le médecin qui l'a fait était, doutait un peu de la position de mon bébé. Il a dit, il est drôlement positionné, un peu croche, mais il va passer. Donc, avec l'écho, après 2h30 de poussée, le médecin me dit, c'est bon, on continue. On continue à pousser donc aux 30 minutes. Puis, à partir de 3 heures, ce que j'ai entendu, parce que j'ai pas entendu des histoires de plus de 3 heures de poussée, là, je pense que c'est pas mal la limite là, de poussée qui accepte. Puis, à partir de 3 heures, c'est quand le cœur de mon bébé a commencé à décélérer. Donc là, ils ont fait venir une obstétricienne pour évaluer mon accouchement. Puis à Et ce moment-là, mais à ce moment-là, toi, tu es dans quel état d'esprit, comment tu te sens à ce moment-là? Parce que attends, c'est hyper long.
Est-ce que tu es bien Ouais. accompagnée? Est-ce que l'équipe est quand même enveloppante avec toi? Comment tu te sens toi à ce moment-là? Ben, je me sens quand même bien, je te dirais. Les 2 premières heures et demie, ça allait parce que c'était le tout pour le tout. Dans ma tête, il sortait, puis j'avais jamais envisagé pouvoir avoir une césarienne. Puis ça, c'est quelque chose qui manque ici dans notre système quand on suit les cours prénataux ou quand on parle d'accouchement, on parle pratiquement pas de césarienne. Donc, c'est pas quelque chose auquel je m'étais préparée. Donc, j'étais certaine qu'il sortait par voie basse, là. J'accouchais, moi, vaginalement. Il y avait pas vraiment d'autres options, tu sais. Donc, je me sentais bien, puis je me disais, faut qu'il sorte. Fait que j'étais vraiment motivée, je me sentais confortable. Mon chum était à côté de moi tout le long, puis il me supportait vraiment beaucoup. Donc, j'étais vraiment en équipe avec mon conjoint. Les infirmières qui étaient là étaient fines. La seule chose, c'est que nous, à l'hôpital où j'ai accouché, c'est un hôpital où il y a beaucoup d'étudiants. Donc, il y avait beaucoup de personnes dans la salle qui passaient, puis je savais pas c'était qui. Donc, il y avait un petit côté tu sais, je dois rester forte parce que je sais pas trop qui m'entoure, mais j'étais confortable. Passé le 2 heures et demie, après l'écho, quand j'ai vu que le médecin était pas certain, mais qui m'a dit ça passe, là, j'ai commencé un petit peu à douter, mais je me disais, j'étais juste en mode, faut qu'il sorte. Tu sais, on est un peu dans une bulle, là. J'étais juste en mode accouche, force, accouche. Puis je me sentais quand même bien. Puis après ça, rendu à 3 heures, quand le cœur a commencé à décélérer, là, le médecin qui m'accouchait, qui est un médecin de famille et non une obstétricienne, elle m'a regardée puis elle m'a dit, là, ça va pas, il doit sortir et il doit sortir vaginalement parce qu'il est trop descendu. Il est déjà engagé. Il est déjà presque là, tu sais. Puis elle me dit, là, il commence à aller pas bien, donc on va évaluer d'avoir un petit coup de main au niveau vaginal. Ici, on parle de forceps ou de ventouse. Nous aussi, oui. J'avais ouais, j'avais vu dans mes cours prénataux, mais tu sais, j'ai aucune expérience en milieu de la santé. Fait que j'avais vu c'était quoi dans mes cours prénataux, mais sans plus. À ce moment-là, ils me demandent pas aucune permission, ils me disent juste on évalue pour ça. Je dis OK parce que mentalement, moi, je me dis il faut qu'il sorte. Puis là, son cœur commence à décélérer, un petit stress qui était présent dans la salle, mais sans plus. Puis là, l'obstétricienne qui évalue pour les ventouses, puis les forceps, entre dans la salle. Puis en un coup d'œil, elle a même pas eu le temps de s'asseoir pour m'évaluer. Elle a vu le bébé, puis elle m'a dit on part en césarienne maintenant. Puis c'était une urgence. Puis je sais pas quelle évaluation elle a fait de plus que le médecin de famille, mais le médecin de famille me disait il sort par voie basse. Puis elle, aussitôt qu'elle m'a vue, elle m'a dit on sort il y avait une femme à ce moment-là dans la salle d'accouchement de césarienne. On met les autres césariennes en pause, puis on te rentre direct en césarienne. Ça a pris à moins de 10 minutes, j'étais sur la table d'opération. Là. Puis ce moment-là, j'ai adoré. C'est drôle à dire parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent ah, quand on m'a dit une césarienne, je me suis sentie découragée. Mais là, je me suis dit, il va sortir soulagement total. Puis là, les infirmières couraient, puis je me sentais un peu comme dans Grey's Anatomy. Je ne sais pas si vous voyez, vous avez ça. Je vois très Vous... bien. Ouais. Donc, je me sentais comme dans Grey's Anatomy. Puis je me suis sentie vraiment soutenue. On s'occupait de moi, puis on allait me donner le petit coup de pouce qui manquait pour qu'il sorte. T'sais. Puis Oui, parce que à ce tu t'es moment-là, sentie, j'étais pas. pardon, excuse-moi, tu t'es sentie soutenue, c'est-à-dire que l'équipe t'a expliqué un peu les choses, c'était pas on va en césarienne et ils t'expliquent plus rien, si? Ben, ils m'ont expliqué en moins d'une minute. Là. Ils m'ont dit, on part en Hmm. césarienne, c'est maintenant. Fait que j'étais déjà prête. Ils m'avaient déjà enlevé les bijoux. Lors de la mise de l'ocytocine, ils m'avaient préparé déjà au cas d'une césarienne. Puis lors de la mise de l'ocytocine, j'avais plus le droit de manger. Ils m'avaient préparé. Je sais pas s'ils savent, tu sais, quand on met de l'ocytocine, ça augmente le chance de Oui, césarienne. oui. Est-ce qu'ils préparent les femmes à ça? Je sais pas. Mais on m'avait préparé sans que je le sache vraiment. Il m'avait dit on mange plus, on enlève les bijoux au cas où il y a une césarienne. Puis moi, dans ma tête, à ce moment-là, ça l'a passé comme. Ça m'a rien dit à ce moment-là, mais quand je suis rentrée en césarienne, c'était une urgence, puis par chance que j'étais prête. T'sais. Puis ils m'ont fait signer un document que j'ai aucune idée c'était quoi, parce que j'étais en train d'accoucher. J'ai signé, puis on est parti directement. Ça a été très, très, très rapide. Puis, une fois dans la salle d'accouchement, nous, les conjoints, ont le droit de venir nous rejoindre, mais pas tout de suite. Donc, ils me rentrent, ils me préparent, puis quand ils sont prêts à sortir le bébé, ils font rentrer le conjoint. Puis nous, on avait dit à ma famille la veille, donc à 5 heures la veille, le soir, on avait dit, ah, on part à l'accouchement, là, on a perdu les os, nanana. Puis je crois que mon conjoint avait donné des nouvelles vers minuit, 1 heure du matin, on va commencer l'ocytocine, nanana. Puis après ça, plus de nouvelles.
Donc, toute ma famille s'attendait à avoir des nouvelles le lendemain matin. Ah, le bébé est né, nanana. Mais là, on donne aucune nouvelle, puis il est rendu 10 heures le matin. Moi, j'ai aucune notion du temps, là, mais mon conjoint, là, entre la salle d'accouchement puis la salle de césarienne, il a pris son téléphone puis il a écrit à la famille pour dire on part en césarienne. Donc, on part en césarienne, puis le moment d'entrer dans la salle d'accouchement, ça, c'est vraiment un moment marquant parce que on n'est pas préparé à une césarienne d'abord, puis on n'est pas préparé, je trouve, à rentrer couché sur une civière dans la salle d'urgence. Moi, tout ce que je voyais, c'était les spots lumineux. Les néons. Je- Oui, les néons, je voyais pas qui m'entourait, je Ouais, voyais pas les médecins, puis ça, c'est très angoissant. ouais, Donc ouais. ça, j'ai trouvé ça difficile, entrer dans la salle. Mais à Québec, je pense au Québec, au CHUL, en tout cas, du moins à l'hôpital où j'étais, ils m'attitrent une infirmière en attendant mon conjoint. Donc, j'ai une infirmière que son seul rôle, c'est d'être avec moi puis de me rassurer. Et ça, la différence que ça fait, l'infirmière m'a tenu la main puis elle me flattait les cheveux. Je la connaissais pas du tout, mais j'ai senti qu'elle était là. Puis ça m'a vraiment aidé jusqu'à temps que mon chum arrive. Donc ça, un gros plus, l'infirmière qui était là, que je ne connais pas, puis que je n'ai pas revu par la suite, mais cette infirmière-là m'a marqué, puis ça a fait une différence. Donc, on rentre en césarienne, puis les médecins m'avaient dit, en courant, comme dans Grey's Anatomy, Madame, dans 15 minutes, vous avez accouché. Puis moi, je l'ai laissé aller, totale confiance. Je me dis, c'est terminé, il va sortir, il est correct. Puis c'était, à ce moment-là, c'était le cas, tu sais. Donc, on rentre, la césarienne commence, puis tout ce que je vais vous raconter de la césarienne, moi, j'ai pratiquement aucun souvenir. C'est mon conjoint qui me l'a raconté et l'obstétricienne qui est venue nous voir suite à l'accouchement, qui nous a raconté de A à Z l'accouchement qui s'est déroulé. Parce que c'est un accouchement qui était hors du commun. Puis, habituellement, il ne retourne pas voir les patientes, mais là, elle voulait m'expliquer pourquoi elle m'avait ouverte autant. Donc, moi, j'ai des souvenirs vagues de ce qui s'est passé, mais je l'ai vécu comme témoin, on dirait. Donc, la césarienne a commencé, puis l'obstétricienne m'expliquait qu'aussitôt qu'il ouvre le ventre, il y a un effet de pression qui fait que le bébé sort tout de suite. Puis, j'ai eu mon deuxième bébé par césarienne, c'est le cas. On ouvre, puis le bébé pop pratiquement là, dans les mains du médecin. Il n'y a aucune complication habituellement avec ça. Donc, le médecin ouvre à mon premier accouchement pour sortir le bébé. Il savait qu'il était déjà engagé. Donc, là, le médecin s'attendait à faire des manœuvres d'extirpement, là, de retirement de bébé. Des manœuvres qu'elle fait, elle m'a dit, habituellement en césarienne d'urgence. Donc, elle ouvre mon ventre. Puis, la première chose qu'elle a remarqué, qu'elle m'a dit, ton bébé a des épaules énormes. Et comme de fait, à 3 ans maintenant, on voit il est très, très, très bâti. Donc, elle pensait que c'était les épaules qui ne passaient pas initialement. Donc, elle fait une manœuvre pour sortir les épaules d'abord, puis ça ne fonctionne pas. Elle fait 2, 3 autres manœuvres habituelles pour sortir, puis ça ne fonctionne pas encore. Donc, quand les manœuvres de base ont été essayées, là, le stress de la salle a commencé à monter, Ça, c'est mais il n'y sûr. avait pas de panique encore. C'était juste un stress de OK, bon, là, la base ne fonctionne pas, on passe à quoi? À ce moment-là, mon conjoint est là. Lui, il entend ce qui se passe, puis nous, on a un drap bleu, là. Oui, le Donc, champ. Tu as c'est ça. le champ opératoire. Exactement. Donc, mon conjoint et moi, on ne voit pas ce qui se passe, mais on entend puis on sent évidemment la salle, là. Bien sûr. Puis là, bon, le bouger du bébé, ça ne fonctionne pas. Il passe à la prochaine étape qu'elle m'a dit que c'était assez rare, mais qu'elle avait des bonnes chances de fonctionner pour les bébés qui étaient bien engagés. Donc, elle appelle un autre obstétricien. Donc, j'ai 2 médecins avec moi. Une médecin qui va sortir mon bébé par voie césarienne, puis un médecin qui rentre sa main par voie vaginale pour aller pousser la tête de mon bébé. Puis ça, habituellement, c'est comme une ressource de dernier recours qui fonctionne. Donc, parce que ça blesse quand même le vagin, là, puis ça pousse la tête du bébé. Donc, il y a des risques associés à cette manœuvre-là, mais ils la font pour sauver le bébé, pour le sortir rapidement. Donc, ils font cette manœuvre-là, puis c'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte que le bébé ne sortira pas parce que son crâne est complètement emboîté dans mon bassin. Puis, impossible de pousser la tête du bébé. Moi, je n'ai pas connaissance de ça, mon chum non plus, sauf que les médecins, eux, ils prennent conscience de ça à ce moment-là. Donc, ils essaient de pousser pendant que l'obstétricienne le sort par voie césarienne, et là, ça ne fonctionne pas. Et puis, c'est à ce moment-là que la panique prend dans la salle. Je dis la panique parce que c'est le sentiment qu'on a senti. Puis, l'obstétricienne dit, ça marche pas, on n'est pas capable de le sortir, on ne pourra pas le sortir. Puis là, ça grimpe, tu sais. À ce moment-là, moi, il me donne de l'Ativan
je pense, pour me calmer, pour pas que moi, mon corps se mette en stress avec le stress de la salle. Donc moi, il me calme. À ce moment-là, j'ai plus trop de souvenirs, à part le visage de mon conjoint. Donc, je sais ce qui s'est passé via les émotions que je voyais dans les yeux de mon chum. Puis mon chum, lui, il l'a vécu évidemment à 100% parce qu'il était présent dans la salle. Puis là, quand il voit que le bébé, ça fonctionne pas, l'obstétricienne, qu'est-ce qu'elle m'expliquait suite à mon accouchement, c'est qu'à ce moment-là, elle a que quelques minutes, on parle de moins de 2 minutes pour sortir le bébé, parce qu'après ça, il risque de manquer d'oxygène. Le bébé ne peut pas être entre la césarienne, il ne peut pas être entre le dehors et le dedans, c'est soit dans l'utérus, soit à l'extérieur. Puis sinon, il y a des connexions qui peuvent manquer, des blessures qui peuvent engendrer là, des séquelles à l'enfant. Donc, elle, on est à peu près à 3-4 minutes suite à la césarienne, pendant la césarienne. Puis là, elle évalue qu'il lui reste peu de temps. Puis juste pour vous donner une idée de temps, là, on est à 3-4 minutes, puis il est né 50 minutes plus tard. Donc, ils ont essayé plusieurs manœuvres, dont une de me basculer les hanches. Donc, ils se sont mis à plusieurs infirmières pour me prendre le bassin, puis dévisser, dans le fond, mon bassin avec la tête de mon bébé, ce qui n'a pas fonctionné non plus. Donc, là, il était en mode qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Il n'y a rien qui fonctionne. Puis, à ce moment-là, le médecin a annoncé dans la salle qu'elle ne savait pas si elle sortait l'enfant vivant. Puis moi, j'ai pas de souvenir de ça, évidemment, parce que j'étais complètement sous l'effet de médication. Mais mon chum s'en souvient comme si c'était hier, évidemment. Puis, elle ne savait pas si il allait réussir à le sortir vivant. C'est à ce moment-là qu'elle a eu le dernier recours. Puis, elle m'a dit c'était ma dernière solution. Sinon, on le perdait. Puis, elle m'a ouvert. En fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait une incision sur mon utérus puis toutes les autres couches de ma peau. Puis, elle a déchiré complètement mon abdomen. Puis, elle a réussi, pardon. Elle a finalement réussi à le sortir, mais ils l'ont sorti en silence. Puis, c'était le silence total. Mais à ce moment-là, il y avait une équipe qui s'en venait. Ils ont appelé finalement le code rose dans l'hôpital parce que le bébé, évidemment, il était en danger. Donc, ils ont appelé le code rose. Il y a une équipe qui est arrivée. Tous les médecins de l'hôpital qui étaient qualifiés pour venir aider ce bébé-là, qui est mon garçon maintenant, ils sont arrivés. Puis, il est parti, qu'on appelle ici en néonate, donc en urgence néonatale. Puis, moi, je suis restée là, puis le papa, donc mon conjoint, a réussi, il a pu le suivre. Donc, il a passé devant moi, il a respiré, on l'a entendu pleurer quand il est passé devant moi, puis ensuite, il a quitté. Donc, il est parti en urgence néonate. À ce moment-là, moi, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Je sais qu'il est parti, je ne sais pas comment il va, je ne sais pas son état, mais je suis trop sous l'effet de la médication pour réfléchir, je te dirais. Là, je suis vraiment juste en mode, en aucun mode, finalement, j'étais un peu passe-out, là. Je suis juste en attente. Donc, mon chum part, puis là, moi, on me retrouve finalement sur la salle d'opération, l'abdomen déchiré. Moi, je ne sais pas encore qu'ils m'ont fait ça, je ne sais pas encore ce qui se passe. C'est la première césarienne que je vis. Puis là, toutes les infirmières se mettent près de moi puis me disent ça va aller, madame, on va vous recoudre, ça va aller, on va s'occuper de vous. Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit c'est bien drôle qu'ils me disent ça. J'étais là, c'est évident que vous allez me recoudre, c'est pourquoi vous me dites ça. Puis là, finalement, après coup, ils essayaient de me rassurer parce qu'eux, ils voyaient l'ampleur des dégâts. Bien Mais sûr. moi, j'avais pas idée encore. Puis, fait que là, ils m'ont déchiré. Finalement, ce qui est arrivé, c'est que elle a fait comme une épisostomie vaginale, mais au niveau de l'utérus et de mon abdomen. Donc, elle a coupé une ligne, puis ensuite, avec ses mains, elle est venue chercher les deux côtés, puis elle a ouvert le plus possible. Puis, ce que ça l'a fait, ça, c'est que le liquide qui restait dans mon utérus a sorti, puis ça l'a fait un assez gros effet de pression pour que mon bébé pop, finalement, là, réussisse à sortir. Donc, c'est Ah, vraiment l'effet de pression c'est ce qu'elle que a j'allais te créé. demander. C'est ce que Ouais. j'allais te demander. Bon, déjà, je te remercie parce que c'est extrêmement intense ce que tu nous partages. Ce que j'allais te demander, c'est comme il était coincé dans ton bassin, est-ce qu'elle t'a justement expliqué, parce qu'évidemment, après, quand tu vas voir l'état de ton ventre et que tu vas demander explication, et c'est normal, elle va t'expliquer pourquoi elle a fait ça et c'est quoi l'effet mécanique. Donc, en fait, c'est encore une fois un effet de pression qui fait que du coup, sa tête est ressortie de ton bassin avec un jeu Oui, de pression, c'est ça? c'est ça. En fait, à ce moment-là, elle pensait pas qu'elle sortait vivante. Elle a dit que
elle ne savait pas s'il allait être vivant. Puis elle l'a dit à haute voix, puis c'était pas caché, puis c'est correct qu'elle le dise parce que c'était la situation présentement dans la salle d'opération, tu sais. Ouais. Donc, elle, à ce moment-là, elle m'a dit, j'évaluais à moins de 30 secondes mes chances de le sortir vivant. Fait qu'elle dit, ça me prenait je devais faire une opération rapide pour le sauver, en fait. C'était que pour sa vie. Puis, elle évaluait moins de 30 secondes pour que mon bébé sorte peut-être en vie. Puis, suite à ça, elle dit, si j'avais pas fait ça, il serait mort probablement dans l'utérus, tu sais. Donc, elle a fait ça pour créer un effet de pression, pour sortir le liquide qui restait au-dessus des pieds de l'enfant, Mm. puis être capable de, elle, mieux prendre le bébé. Parce que là, avec la cicatrice de césarienne régulière, ils ont des manœuvres limitées parce qu'ils rentrent les mains, en fait, dans l'utérus. Puis en ouvrant mon utérus au complet, finalement, elle pouvait prendre physiquement le bébé, comme on prend un bébé dans la vraie vie, là. Ouais, Donc, ouais. elle m'a dit, dans le fond, elle a ouvert rapidement pour vraiment le temps, une question de temps. Puis deuxièmement, pour être capable de physiquement le prendre, puis avec l'effet de pression, être capable de le sortir. Puis ça a fonctionné, ça a marché, tu sais. Puis elle, c'est une médecin qui a plus de 30 ans d'expérience, puis elle m'a dit que c'était la troisième fois qu'elle faisait cette opération. Et c'était cette troisième fois-là, c'était la pire, dans le fond. Là. Elle n'a pas pu le faire ben pas correctement, mais elle n'a pas pu couper doucement pour rentrer. C'était pas prévu. Là. C'était vraiment une opération de dernier recours. Puis, elle n'a pas eu le temps de me couper comme il faut, puis c'est normal, c'est ça qu'il fallait faire. Là. Elle m'a coupé pour engager la séparation, dans le fond, de mon utérus, puis elle a déchiré pour que ça l'ouvre le plus rapidement possible pour le sortir. C'était vraiment à cause du temps, là. Ouais, c'est-à-dire Donc, que même, principalement. même pour elle, c'est... Bon, évidemment pour toi, mais je veux dire, c'est que même pour elle, elle le fait à contre-cœur, quoi. Oui, Elle le fait elle m'a mal, dit, entre guillemets. Elle c'est le fait ça. mal, ouais. Puis tu sais, elle m'a dit après, quand elle est venue me voir dans la chambre, elle a fait ça, sachant qu'elle était capable de le recoudre après, parce qu'après ça, on a un Oui, enjeu de est-ce que je veux avoir un deuxième bébé. bien Puis sûr. elle me dit, j'ai fait ça, sachant que je pouvais le recoudre. Puis après ça, c'était presque une hystérectomie sur le champ. Il sortait l'utérus pour sortir mon bébé, tu sais. Ouais. Donc c'était comme, avant de m'enlever l'utérus, pratiquement, ils ont essayé de l'ouvrir pour le sortir, sachant que l'utérus allait être capable de se réparer de ça. Bon, Mm. se réparer, oui, c'est sûr que ça laisse une cicatrice, bon, physique, oui, sur ma peau, mais ça laisse une cicatrice interne. Puis j'ai énormément de problèmes d'abdominaux présentement. Puis je t'en parlerai plus tard parce que mes abdos, ma ligne blanche, tout a été déchiré finalement. Sûr. Donc ça a vraiment été. Puis, mais tu sais, je vous compte ça, ça a sauvé mon garçon. Fait que Bien sûr. c'était la chose à faire. Puis si j'avais à le refaire, sachant ce qui s'est passé, je le referais. Puis tu sais, je dis je le referais. Moi, j'avais pas d'action là-dedans. J'ai laissé les médecins, puis j'avais totale confiance, puis j'ai encore confiance en eux. Puis mon deuxième accouchement par césarienne s'est super bien déroulé quand même, tu sais. Mais c'était l'enjeu de temps qui était le plus important à ce moment-là. Puis, recoudre a été quand même compliqué. Donc, je suis rentrée en césarienne à 10 heures. Elle, d'habitude, elle me dit ça prend 15-20 minutes, le bébé naît. Finalement, ça a pris plus de 50 minutes pour que mon bébé naisse. Donc, on était à une naissance par césarienne qui a duré pratiquement 1 heure. Puis, pour me recoudre, ça a pris plus d'1 heure à juste me recoudre après la césarienne. Puis là, c'est à ce moment-là, moi, que j'ai pris conscience, c'est pendant qu'il me recousait, que j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose qui s'était passé qui n'était pas normal. Avant ça, je ne le savais pas. Je me rappelle du regard de mon conjoint. Je sais que la vie de mon bébé a été en danger, mais je ne savais pas que la mienne, ma vie n'a jamais été en danger, mais je ne savais pas que la cicatrice ou l'opération s'était mal déroulée. De la manière que j'ai le souvenir, je pensais que c'était seulement mon enfant qui avait été en danger de vie ou de mort. Mm. Mm. Et du coup, tu Donc, te réveilles en salle de réveil. Et ouais, est-ce que tu vas vite... alors, comment tu te sens à ce moment-là? Et comment tu... Une fois que tu as été recousu, enfin, tu te réveilles pas, mais ils t'amènent en salle de réveil, on dit, mais d'observation, ouais, en fait. oui, c'est ça. Euh, Mhm. comment tu te sens au fur et à mesure que tu reprends tes esprits, que enfin, pas l'anesthésiant, mais le produit qu'ils t'ont donné pour te calmer se dissipe? Euh, Comment tu te sens et à quel moment tu vois ton bébé? Parce que tu l'as pas vu, du coup. Ouais, je l'ai pas vu, puis je le vois longtemps plus tard. Donc, ils me recouvrent finalement. Ils me mettent en salle de réveil. À ce moment-là, je sais pas trop ce qui s'est passé. Je suis encore dans un gros brouillard physique et mental. Puis, c'est très flou, là. Je me réveille. Puis, la seule chose que je me rappelle de cette salle de réveil-là,
c'est les infirmières qui me regardent. Puis ils m'ont mis à côté du poste d'infirmière pour que les infirmières me voient. Puis toutes les infirmières se chuchotaient. Ah, c'est elle, regarde, ta, 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 ta. Puis ça chuchotait autour de moi. Puis je me disais, ah, c'est vraiment étrange. Puis dans ma tête, j'étais vraiment dans un rêve. Puis je me dis, ah, il s'est vraiment passé quelque chose pour que toutes les infirmières, comme, s'alternent pour venir me voir, puis regarder si je suis encore en vie, pratiquement. Puis là, à ce moment-là, il y en a une qui s'approche, puis qui me dit, vous avez eu une césarienne difficile, est-ce que ça va? Puis moi, je dis, oui, ça va. Est-ce que mon bébé est en vie? Je m'en fous que tu me parles de ma césarienne. Présentement, je veux savoir où est mon enfant, comment il va, et tu sais, mon chum est où? Puis elle me dit, votre conjoint est avec le bébé en peau à peau, le bébé va bien. Le soulagement total, puis là, je repars pratiquement, mais j'avais connaissance, j'étais pas sans connaissance, mais j'étais dans un complet brouillard, tu sais. Je sais que mon bébé est en vie, fait que je suis Ouais. retournée comme sous l'effet de Blackout. la Ouais, ouais. médication, ouais. Ouais, ouais. Puis là, il y a une infirmière, d'autres infirmières qui viennent me voir, puis qui m'expliquent en fait que j'ai eu une césarienne particulière parce que la vie de mon bébé est en danger. J'ai eu une césarienne en T, puis il se préparait à me dire en fait que j'avais l'abdomen au complet sous un bandage parce que là, je me sentais pas encore. Je le voyais pas non plus. J'étais habillée comme à l'hôpital, en jaquette d'hôpital avec des couvertes par-dessus moi, puis ils m'ont dit la médication commence à descendre et ça va faire mal. Donc là, il me préparait finalement à l'après. Puis par chance, parce que tu fais le saut quand tu te réveilles puis que tu es bandé complètement du pubis pratiquement au sein. Là. Puis il se passe à peu près 1 heure en salle de réveil. Ils doivent me garder plusieurs heures jusqu'à temps que je sois stable et sans effet de médicaments pour me sortir. Mais mon conjoint a le droit de venir me voir. Sauf que mon bébé, à ce moment-là, est toujours en néonat, sous surveillance et n'a pas le droit de sortir de son incubateur, slash de peau à peau avec papa. Donc, il ne peut pas quitter sa salle et moi, je ne peux pas quitter ma salle. Donc, mon chum a fait les allers-retours entre mon bébé et moi, mais je peux toujours pas le voir, là. Puis, à ce moment-là, il collecte le colostrum pour essayer de nourrir rapidement mon garçon. Puis, j'ai été très chanceuse parce que sous l'effet de la médication, ils m'ont gelé. Puis, mes seins étaient gelés finalement. Donc, mon chum a réussi à collecter énormément de colostrum parce que ça me faisait pas mal. Tu sais, ça fait quand même mal d'habitude là, quand on Oui, presse le oui, je vois sein ce que pour tu le veux dire. colostrum. Là. Ça t'a fait une Mais anesthésie de froid, en fait, c'est ça? ouais, fait que moi, je sentais rien. Donc, on a collecté là, une vingtaine de millilitres de colostrum. Fait qu'il était bon Waouh! pour ouais, Bravo. plusieurs heures tu sais, pour se nourrir. Donc, ça, on a été chanceux pour ça. Il a été nourri directement avec mon lait, tu sais. Donc, mon chum a fait des allers-retours, puis il a pris une photo de mon bébé pour me le montrer. Donc, la première fois que j'ai vu mon garçon, c'était sur photo. Puis, on a encore la photo, la première photo de mon petit bébé. Puis, il m'a dit, c'est lui. Donc, je l'ai rencontré sur photo. Finalement, lui, quand il est rentré en néonat, le médecin qui l'a pris lui a fait reculer tout le monde. Elle lui a dit personne ne le touche. Elle l'a mis dans l'incubateur, puis elle a dit on lui laisse une chance. Elle s'est partie un chronomètre. Puis je ne sais pas combien de temps elle lui a laissé, mais en moins d'une minute, tu sais, mentalement, je ne sais pas combien de temps elle lui allouait. Mais en moins d'une minute, il a réussi à reprendre une vitalité parce qu'il était pratiquement mort là, à la naissance. Là, il était très, très mal en point, on va dire. Puis elle a dit on fait aucune manœuvre sur lui, on le laisse. Puis il a réussi à reprendre sa force. Donc lui, il allait bien, mais sous incubateur sous surveillance, puis moi en salle de réveil à ce moment-là. Puis on a pu se voir 7 heures plus tard, quand les deux, on a eu notre, pas de congé d'hôpital, mais congé de salle de surveillance. Là. Donc j'ai pu retrouver une salle d'accouchement, une salle de maternité, donc une salle après l'accouchement. Puis lui, il a été sorti de la néonate, mais il n'avait pas le droit de venir tout de suite avec nous. Il est allé en pouponnière qu'on appelle, donc sous surveillance encore. Mais moi, j'avais le droit d'y aller à la pouponnière, mon chum aussi, évidemment. Donc, on m'a rendu à la pouponnière en chaise roulante pour que je le rencontre finalement, 7 heures plus tard. Ouais. Donc, je l'ai rencontré en soirée, puis j'ai pu le mettre au sein tout de suite. Et du Mm. coup, c'était comment alors de voir avec tes yeux, de voir ton Ah, bébé c'était spécial parce que moi, j'étais encore sous l'effet de la médication, puis je pouvais pas marcher, j'étais encore vraiment gelée. Il avait essayé de me faire manger, incapable de manger. J'ai aucune notion du temps, j'ai aucune idée de. Je sais que j'ai eu une césarienne spéciale, mais je sais que mon bébé est en vie, puis c'est tout. Fait que là, je rencontre le plus beau moment de ma vie, c'est évident. Donc, je rencontre mon bébé. Puis à ce moment-là, c'était en pleine COVID en 2020, puis il fallait garder nos masques. Mais là, je me suis cachée. Là. J'ai enlevé mon masque pour le coller sur mon visage. Je voulais tout de suite le mettre. C'est drôle parce que c'est un instinct, là. Il fallait que sa peau touche à ma peau.
Puis là, ils me disent, les infirmières, il faut garder le masque. J'ai même pas écouté, je sais même pas combien de fois ils me l'ont dit, mais il fallait que je le colle sur moi physiquement, tu sais. Puis en chaise roulante, j'étais toute habillée, donc je pouvais pas me déshabiller, là. En tout cas, le premier réflexe que j'ai eu, c'était coller sa peau sur ma peau. C'est la première chose que j'ai faite. Puis ensuite, là, on m'a fait remettre mon masque finalement. Puis on a essayé de le mettre au sein. Puis en tout cas, finalement, là, l'allaitement a eu de la difficulté à débuter. Mais j'ai pu le mettre au sein là, quelques heures. Ben, finalement, presque 8 heures après. Mais il y avait eu mon colostrum par seringue. Donc lui, il avait été nourri, il était correct. Puis après ça, on a commencé la mise au sein. Donc presque 12 heures après son accouchement, là. Mm. Puis finalement, il y a eu son congé de pouponnière là, durant cette nuit-là. Il a pu venir avec nous. Puis après ça, on a été réunis, puis on était les trois dans la même salle. Puis nous, les conjoints peuvent rester avec nous. Ça, j'écoutais tes podcasts. Les conjoints ne peuvent pas rester à l'hôpital la nuit. C'est un non-sens Ah, je suis bien dans d'accord. certains hôpitaux. Là, Je suis bien je d'accord. pouvais pas m'imaginer. Mm. Vraiment, là, mon conjoint était là, évidemment, avec nous. Puis c'est lui qui s'occupait de A à Z de mon bébé. J'étais complètement là, inapte. Là. J'avais une sonde urinaire, je pouvais même pas aller uriner. Là, tu sais, je pouvais même pas me lever. Là. J'étais Bah, complètement alitée. t'avais eu un accouchement, mais tu venais d'être opérée, hein, tout Ah simplement. oui, c'est ça, exactement. Fait que là, moi, en fait, j'étais couchée sur mon lit, puis on m'apportait mon bébé pour que j'allaite. Puis c'est tout. Mon chum s'occupait du reste, là, ouais. Et à quel moment, alors je te pose la question parce que, alors évidemment, j'ai pas du tout vécu ce que tu as vécu, mais j'ai eu un brouillard de 7 heures. Donc c'est pour ça que Oui. ma question va être, c'est quel est le moment pour toi de la vraie rencontre, au moment où tu as pleinement tes esprits, tu sais, où ce brouillard-là, il est parti, et où tu es pleinement toi, et tu es pleinement là, et où t'es avec ton bébé. C'est quoi ton premier souvenir où tu te dis, c'est ça, là, c'est la vraie rencontre, quoi. C'était à quel moment? Tu t'en La souviens? vraie rencontre, oui, c'est quand je suis allée le voir directement. Ça a été automatique, aussitôt que je l'ai vu physiquement. Donc, D'accord. c'est quand on s'est retrouvés physiquement, lui et moi, que j'ai pu le prendre et le coller, le mettre contre ma peau. Ça, c'était le premier moment. Ouais. Ouais. Mm. Parce que Mais, quand, ouais, mais j'ose dire ici que, tu sais, on dit tout le temps, on tombe en amour avec notre bébé, c'est automatique, c'est instinctif. Moi, j'ai pas eu le coup de foudre automatique. J'ai eu l'instinct automatique. Donc, ma première rencontre avec mon bébé, c'est là. Mais j'étais pas émotionnellement prête. C'est dur à expliquer, là, mais ça a pas été c'est pas la première chose c'est vraiment l'instinct qui a pris le dessus. Puis ma rencontre émotionnelle avec mon enfant a été plusieurs mois plus tard. Émotionnelle, je te dirais 3 mois plus tard. Ouais, les premiers mois, évidemment que je m'occupais de lui, puis que j'étais proche de lui, puis que j'avais de l'amour pour lui, mais que j'ai été capable de m'ouvrir, puis je sais pas comment expliquer ça, vraiment comme que j'ai compris un peu l'amour d'une mère, c'est à 3 mois plus tard. Puis ici, ma mère, moi, était venue avec moi, elle est venue habiter avec nous les premières semaines. Physiquement, là, 2 semaines, elle était là à la maison. Puis je lui ai souvent dit, j'ai dit, les premières semaines, tu aimais plus mon bébé que je l'aimais. Je l'aimais, évidemment, c'est mon enfant, mais ma mère avait cette connaissance-là avec ses 3 enfants de l'amour que- qu'elle devait porter à l'enfant, tu sais, mais je parle de pas l'amour de s'occuper de lui ou des besoins de base, ça, évidemment qu'on le faisait, c'est un amour à un autre plan, là, tu sais. Puis ça, cet amour-là, je l'ai rencontré 3 mois plus tard avec mon premier garçon. Puis mon deuxième garçon que j'ai eu automatiquement sur moi après l'accouchement, ça a été beaucoup plus rapide. Puis je ouais. pense que ça fait une différence dans la connexion que tu as avec l'enfant bébé, puis le lien que tu développes avec lui, là. Ouais, je suis Mm. d'accord avec toi. Alors après, c'est vrai que je connais pas très bien les procédures au Québec, mais tu vois, dans les choses qu'on veut faire bouger en France avec notre board médical et avec d'autres acteurs de la périnatalité, pour ce qui concerne les césariennes ou tu vois, des très grosses épisiotomies, en tout cas, ce qui amène la femme à aller au bloc, Oui, c'est de limiter au maximum la séparation avec bébé. oui, Pour tout ce que tu dis, pour les femmes qui ont envie d'allaiter, qui, tu vois, finalement, va mettre une seringue de lait artificiel à leur bébé, donc c'est compliqué aussi après de faire démarrer ton allaitement. Pour le psychologique, pour bébé, pour toi, pour cette rencontre, absolument. plus Mm. tu réduis le temps entre le moment enfin, le temps de la séparation, et plus tu crées le lien avec bébé. Et puis aussi, alors tu vas nous dire comment tu l'as vécu, mais il y a des femmes qui culpabilisent énormément de ne pas avoir eu ce coup de foudre, comme tu dis, tout de suite. Ouais, Alors qu'en fait,
je pense que vu ce que tu as vécu, tu as une dissociation aussi émotionnelle qui se fait par survie. C'est-à-dire que toi, Oui, tu absolument, ouais. es proche de la mort, donc tu as une dissociation émotionnelle qui se crée et j'ai envie de dire qu'avant que quelque part ton émotion, redescende pleinement dans ton corps, bah, il faut du temps Oui. et que donc tu étais pas prête, c'est tout. Mais est-ce que tu as culpabilisé de ça ou est-ce que tu t'es dit: «Bah, ça devait être comme ça et c'est comme ça»? J'ai culpabilisé au début quand je ne savais pas, si ça allait arriver. Ben, tu sais pas vraiment en fait là, mais oui, au début, les premières semaines, tu sais, puis je l'ai déjà dit à mon chum, je me rappelle, j'ai dit: «Je pense que je l'aime pas assez». Parce que je voyais que j'avais pas ce sentiment-là de plus. Puis finalement qui est arrivé, en coup de foudre aussi 3 mois plus tard, puis que ça change rien au bout de la ligne. Ça change ces petites semaines-là que tu doutes, mais il est arrivé. Est-ce qu'il y a des femmes qui arrivent jamais? Je sais pas. Je sais pas s'il y en a, tu sais, qui en parlent de ça. Moi, il est arrivé un peu plus tard, mais j'ai culpabilisé au début, oui. Puis quand il est arrivé après ça, gros soulagement, je me suis dit: «OK, ça va, c'est lui, c'est moi, c'est bon». Puis c'est drôle la vie parce que il le moment où je me suis ouverte émotionnellement à lui, puis que lui à moi, c'est, la semaine que ma cicatrice a fermé. Donc, ça Ah! m'a pris 3 mois à fermer. Ma cicatrice a pris 3 mois à fermer, pas guérir, juste à que la peau se referme. Puis c'est quand ma peau s'est refermée que là, on s'est rencontrés. Puis lui, de son côté, comme bébé, les 3 premiers mois de sa vie, il n'a pas pleuré. Il était en mode, je pense, puis les médecins m'ont dit aussi, les infirmières m'ont dit: «L'accouchement a été tellement éprouvant physiquement pour lui, qu'il a été fatigué de l'accouchement». Puis ce 3 mois-là, on était en cocooning, ça a été un 3 mois merveilleux. On était juste nous 2 avec mon chum aussi. Avec la COVID, mon chum était en télétravail, donc on était vraiment à la maison avec personne d'autre. Ma mère est venue, la famille évidemment, mais tu sais, on était vraiment les 3 ensemble. Puis un bébé facile, mais facile. On ne faisait rien. Il dormait, il buvait, il riait. Il dormait, il buvait, il riait. Tu sais, c'est vraiment aucune difficulté. Puis on s'est dit, la vie fait bien les choses dans le sens que moi, je devais me guérir physiquement. J'étais Absolument, ouais. alitée un mois, hein. J'ai été alitée complètement un mois. Fait que j'imagine pas avoir un bébé alcoolique comme mon deuxième, disons. Un bébé que tu dois porter beaucoup, bercer beaucoup, bouger beaucoup. Et ça aurait été excessivement difficile, là. Ouais. Mais là, on a eu ce 3 mois-là de c'est comme si la vie s'était mise en pause 3 mois. Lui s'est remis de l'accouchement, il a dormi énormément, puis moi, physiquement, ma peau a fermé, ma cicatrice a commencé à guérir, je vais dire. Puis après ce 3 mois-là, là, il a commencé à être un bébé entre guillemets «normal», donc avec des besoins plus récurrents. Puis moi, j'ai commencé à bouger, j'ai commencé tu sais, à pouvoir me lever, à marcher parce que les premiers mois, donc le premier mois au complet, j'étais alitée, puis les 3 premiers mois, j'avais besoin de l'aide de mon chum pour me lever de mon lit. Puis ça, pour moi, ça a été excessivement difficile parce que je suis une personne très autonome, je veux faire mes choses toute seule, j'ai de la difficulté à accepter l'aide, puis je veux mon autonomie en tant que femme. Puis après l'accouchement, je ne l'ai pas eu parce que j'étais une femme qui a accouché. Puis ça, j'ai trouvé ça excessivement difficile, mais c'est tout à son honneur que lui a été présent à 100%. Puis par chance que je l'avais, c'est mon pilier encore aujourd'hui. Puis c'est lui qui m'a supporté dans tout ça. Puis physiquement, il devait me lever de mon lit, il devait m'aider à m'asseoir, m'aider à me lever parce que j'ai été ouverte de l'abdomen, donc mes abdos pouvaient pas du tout forcer, là. Fait que lui, c'était jour et nuit aussi parce que j'allaitais aux 3 heures, même aux 2 heures pratiquement parce que mon bébé a eu une grosse perte de poids. Donc aux 2 heures, il venait me chercher, il me levait, il m'amenait dans ma chaise berçante, il amenait le bébé. Après ça, quand c'était fini, il allait recoucher, il m'a recouché, il recouchait le bébé. Fait que lui, il avait comme 2 bébés en même temps, là. Ouais. Et c'est d'où l'importance aussi, dans les recommandations, qui est toujours le conjoint ou la conjointe, en tout cas, avec la femme qui a accouché. Je ne sais pas si tu as écouté le dernier épisode, mais Salomé, elle a fait une hémorragie en chambre Oui. post-césarienne. C'est Ah, oui, son, oui, c'est oui. c'est son mari qui lui a sauvé la vie parce qu'en fait, c'est Ouais, lui qui allait chercher l'aide. Elle pouvait plus ouais. respirer, donc elle m'a Mmh. dit très clairement dans l'épisode, elle dit, s'il n'avait pas été là, je n'aurais pas eu la force d'attraper le bouton pour appeler à l'aide et je n'arrivais plus à parler. Donc Ah, la, mon Dieu. la, la présence du conjoint dans son cas, mais dans ton cas à toi, parce que en fait, de base, quand tu as une césarienne, je sais pas si c'est pareil au Québec, mais j'imagine, tu as ton bouton, tu redresses le dossier de ton lit. Donc en Oui, fait, ouais, quand on a une césarienne beaucoup moins importante que la tienne, en fait, le fait de remonter le dossier aide à se lever et à l'autonomie. oui, Mais c'est quand on ça. rentre chez nous, on n'a pas ça. Donc en Non. fait, c'est Mmh. soit on dort semi-assis,
Ah Soit, ouais. soit on a Mais besoin de oui, tu l'as quelqu'un. vécu aussi, c'est Oui, mais ça, tu alors, peux pas te lever, hein. c'est ça, non, non, mais ce que je veux dire, c'est que toi, c'est encore pire parce que tu avais même plus tes abdos du haut. Ce que je C'est veux dire, ça aussi, ouais. voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que faut que les gens se rendent compte, c'est qu'avec la césarienne, même une césarienne entre guillemets plus classique, parce que heureusement, on va redire que ce que tu as vécu est rare, voire Oui, il faut rarissime. pas s'attendre à vivre Voilà. ça, mais effectivement, oui, Mais il faut oui. en parler, mais c'est rare. Ce que je veux dire, c'est que on peut pas se redresser. C'est-à-dire que même en se mettant sur le côté, se redresser le tronc pour s'asseoir, C'est on très... peut pas le faire. Juste, mais juste être debout, une fois que tu as réussi à te Et debout. redresser, juste être debout, Exactement. puis une césarienne régulière sans complications, c'est ça. Puis ça, c'est dur à faire. Je trouve que les femmes et les hommes, même parents, ceux qui n'ont pas vécu avec une femme qui a eu une césarienne, ils voient pas ça, cette Non. difficulté de plus. Ouais. Et puis surtout que c'est je dirais que l'handicap vraiment hyper impérieux, il est dans les premières semaines et c'est rarement là où tu as les visites parce que les gens, ils vont aussi respecter ton repos. Et s'ils viennent, potentiellement, tu as bougé de ton lit à ton fauteuil, mais ils t'ont pas vu dans le moment Ouais, où tu as bougé. c'est ça. Ils te voient sur ton fauteuil, tu leur dis, Ouais, je vais pas bouger parce que je peux pas, mais du coup, ils te voient pas dans le mal, en fait. non, Donc, c'est ça. donc effectivement, aux yeux de la société, t'es en convalescence, mais bon, voilà. Les Ouais, gars, c'est si, ça. si, si on n'a pas une douche, mais qu'on a une baignoire qu'on doit enjamber, Ouf. Ah non, impossible. Impossible. c'était comment chez toi pour ton quotidien? Comment c'était? Ben là, après cette césarienne-là, un fait marquant aussi, on est arrivé à la maison. Habituellement, ils nous gardent 48 heures pour une césarienne à l'hôpital. Nous, on est resté 5 jours. Donc, je sais pas, ça fait combien en heures, mais c'est 5 jours, 4 nuits, 5 jours. Donc, c'est un long séjour pour une césarienne, mais effectivement, là, une césarienne particulière. Je suis rentrée à la maison 5 jours après. Puis, moi, j'avais une douche, mais c'était une douche-bain à ce moment-là, à l'appartement où j'étais. Puis, en fait, je pouvais pas rester debout. J'étais pas assez forte pour être debout. Puis quand on est arrivé, il fallait aller rapidement chercher des médicaments, puis chercher de l'aide. C'était un tuyau spécial pour aider l'allaitement. Bref, il fallait que mon chum sorte à la pharmacie rapidement avec ses parents, son père qui nous a aidés. Puis ma mère puis ma belle-mère qui sont restées avec moi. Puis j'ai dit à ma mère, il faut absolument que je prenne une douche. J'avais pas pris une douche complète depuis mon accouchement. Bah oui, Il m'avait lavé là-bas à la débarbouillette. J'avais une douche physiquement dans ma salle de bain, mais j'avais pas le droit de mettre mon bandage sous l'eau. bah oui, Donc, j'avais pas pris ma douche. Là, ça fait 5 jours, puis t'as accouché, tu sais, la première chose que tu veux faire, c'est prendre une douche, là. bah oui. Donc là, j'ai dit, installez-moi, il faut que je me lave. Donc, on m'a mis du saran wrap autour de mon pansement. Puis, je me rappellerai toujours ce moment-là. On a mis une chaise dans ma douche, puis c'est ma mère qui m'a lavée. J'avais 26 ans. À 26 ans, puis là, je me suis dit, ah, c'est ma mère qui me lave parce que je viens de devenir mère. Puis ce moment, j'y en parle souvent, j'ai dit, t'arrêtes jamais d'être mère parce que c'est toi qui s'est occupé de moi alors que moi, je venais de devenir mère. Je trouvais ça tellement beau comme moment. Bref, un peu moins beau quand t'es assis tout nu puis ta mère te lave, là, mais elle m'a lavé les cheveux, tout ça. Puis ma belle-mère s'occupait de mon petit bébé pendant ce temps-là. Donc, ouais, c'est ma mère qui m'a lavé la première fois. Puis ensuite, c'est mon chum qui devait me tenir. Fait que le premier mois, je te dirais, on avait une chaise dans la douche. Puis après ça, mon chum me tenait un peu, là. Ouais, j'étais assis principalement, là, je me lavais assis. Puis c'était une organisation parce que là, moi, je pouvais pas rester toute seule en salle de bain parce que si je tombe en Bien plus, sûr, ouais, bien sûr. fait que Et c'était. t'as eu des soins à domicile? Parce qu'avec une cicatrice pareille, est-ce que tu avais Ben quelqu'un là, qui ça, venait? c'est une autre histoire. Je suis rentrée à la maison, j'ai eu zéro suivi. Absolument aucun suivi C'est incroyable. médical pour moi. Puis pour mon bébé, il y avait un suivi 2 jours plus tard pour venir le peser. Puis à ce moment-là, c'était la COVID, il fallait aller à l'hôpital le peser, mais moi, on s'entend, moi, je bougeais pas, là. Puis à ce moment-là, j'étais dans un appartement au 3e étage, il fallait monter et descendre les 3e étages. Oh la Donc, on vache. a dit, c'est impossible pour nous de se déplacer, puis ils ont fait une exception, mais ça a tout pris hein, pour qu'ils fassent une exception. Fait que il y a une infirmière qui est venue, finalement peser mon bébé, puis là, on lui a dit, est-ce qu'on peut regarder ma plaie? Parce que nous, on n'a pas de Bah notion bien de sûr. plaie, là, on connaît pas ça. Puis là, elle a regardé, puis elle avait aucune idée de comment guérir cette plaie-là, comment ça allait se passer. Puis j'ai la chance d'avoir dans mon entourage très proche ma sœur qui est médecin.
Donc, c'est ma sœur, évidemment, qu'on a appelée rapidement, qui venait. Puis à ce moment-là, on est en 2020, c'est la COVID, tu sais, vraiment intense. Donc, ma sœur travaillait à l'hôpital, puis nous, on avait un nouveau-né. Donc, on limitait Bah oui. le fait que ma sœur entre à la maison. Donc, elle passait des tests COVID aux 2 ou 3 jours à l'hôpital, puis elle s'organisait pour passer ses tests COVID en sortant de son chiffre. Puis si son test est négatif, elle venait directement chez moi pour voir ma cicatrice. Donc, c'est ma sœur qui a pris soin de moi, mais si j'avais pas eu ma sœur, il aurait fallu, tu sais, qu'on aille un autre soin, mais on n'a pas eu accès à ça, là. Ouais. Puis, C'est incroyable ma parce que cicatrice, ouais, c'est incroyable parce que, excuse-moi, je te coupe, mais ouais, pas de déjà, problème. une cicatrice de césarienne classique, déjà le fait qu'il n'y ait pas de parcours de soins, parce que c'est pareil en France, il n'y a pas de parcours de soins, c'est bien pour ça qu'on se bat d'ailleurs. Mais alors, Oui. dans ton cas, c'est encore plus incroyable, enfin, parce Ah que, oui, c'est surprenant même. et Mm. même, tu vois, j'imagine que s'ils t'ont pas fait de soins immédiats pour la plaie, j'imagine que tu n'as eu aucun conseil sur de la kiné, ce genre de choses pour l'après. Zéro, 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 zéro. Moi, je me suis organisée pour en avoir parce que je doutais que c'était très important. Puis moi, qui est une grande sportive, je voulais rapidement me remettre à l'entraînement. Tu sais, moi, dans ma tête, là, semaine 2 avec mon bébé à la maison, je m'entraînais, là. Tu sais, là, évidemment, c'est avant d'avoir mon premier enfant. Mais tu sais, même un accouchement régulier, on s'entend qu'on s'entraîne pas la première semaine, puis encore moins une césarienne, puis encore moins la césarienne que j'ai vécue. Fait que ça m'a pris beaucoup de temps avant de pouvoir retrouver l'entraînement, mais rapidement, j'ai contacté une physio puis pour voir là, qu'est-ce que je faisais avec ça. Bien Mais sûr. ma plaie a eu beaucoup de difficultés à guérir parce que comme c'est une plaie avec jonction, puis que la jonction est au centre de mon tronc, Ah bah donc, on ouais. a la césarienne au niveau des hanches, la césarienne Ouais, régulière, mais une césarienne verticale jusqu'au nombril. Bien, ça l'a pas bien fermé. Puis d'accord. là, on a eu de l'infection. Ça a vraiment été très compliqué. Puis c'est ma soeur qui venait aux 2, 3 jours, qui, après 3 semaines, m'a dit, Florence, elle dit, elle est un médecin interne, spécialiste interne, elle dit tu sais, elle guérit pas des plaies dans son quotidien. Puis là, elle m'a dit, mot pour moi, en me regardant, elle dit, ta plaie dépasse mes connaissances de plaies. Fait qu'elle dit, je peux plus te suivre, je sais plus quoi faire avec ta plaie parce que là, on a de l'infection, elle est en ouverture, elle ne referme pas. Tu sais, ça l'allait pas bien, là. Fait que finalement, elle a contacté l'hôpital, elle a contacté l'obstétricienne qui avait fait ma césarienne, mais ça, elle a réussi à contacter tout ce monde-là parce qu'elle a des lignes directes comme médecin. C'est comme client régulier, là, comme population régulière, on n'a pas accès à parler là, aux médecins. Ben oui, aux médecins de famille, mais pas à des médecines spécialisées, tu sais. Donc, grâce à elle, j'ai été capable d'être en contact avec l'obstétricienne qui m'a accouchée puis qui m'a fait venir le lendemain à sa clinique, en fait, à l'hôpital. Puis là, elle a regardé ma plaie puis elle m'a encore une fois répété mon accouchement, que c'était vraiment, vraiment particulier. Puis elle m'a expliqué que pendant qu'ils ont recousu, en fait, d'habitude, ils recouent au fil, une césarienne, ils recouent au fil puis ils agrafent. Les agrafes laissent de légères petites cicatrices, des petits points là, qu'on peut voir parfois. Puis, selon la littérature de ces recherches, les cicatrices verticales, donc verticales de l'abdomen, guérissent mieux seulement avec la couture et sans broche. Donc, il ne m'avait pas mis de broche à la verticale. Donc, ma césarienne régulière, on va dire à l'horizontale, a bien guéri parce qu'elle était brochée, mais ma césarienne verticale a complètement ouverte parce qu'elle n'était pas brochée finalement, puis les points de suture n'ont pas été assez, là. Donc en fait, elle était Donc, ouverte parce qu'elle s'était rouverte, en fait. oui, 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 ça s'est réouvert. Ouais. Puis ça nous a pris du temps à le remarquer parce que c'est sous les stéristrips, sous les bandages. Puis c'est ma sœur, à l'odeur de ma cicatrice, elle m'a dit, t'as pas une guérison régulière. Mais tu sais, à l'odeur de la cicatrice, il faut avoir des connaissances là-dedans. Là. C'est pas mon chum qui est venu sentir ma cicatrice qui m'a dit, il faut consulter. Là. Puis c'était pas une odeur forte, hein. Moi, je la sentais pas. Là. C'est vraiment là, une expertise de médecin. C'est ma soeur qui m'a dit, là, ta cicatrice va mal, il faut aller consulter quelqu'un d'autre que moi, tu sais. Donc, on est retourné, puis là, finalement, l'obstétricienne m'a dit là, que ça ne refermerait pas tout de suite, puis qu'il fallait mettre des bandages de soutien. En fait, c'est des petits fils qu'on insère dans le trou de la cicatrice pour obstruer le trou, dans le fond, pour pas que j'aille un trou dans l'abdomen. Là. Donc, c'est des bandages intérieurs
qu'ils mettent dans l'abdomen, qui draine les fluides, dans le fond, puis qui accélère la guérison. C'est un bandage qui est antiseptique, donc qui a des antibiotiques dedans, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'infection. Parce que là, mes abdos, à ce moment-là, étaient fermés, mais toutes mes couches de peau n'étaient pas fermées. Donc, j'avais un trou d'à peu près quasiment 1,5-2 cm de profondeur, là. Donc, c'était assez creux, là. Ouais, Puis j'allais en te... grosseur, en grosseur, le trou que j'avais qui m'a fait une bonne cicatrice qu'on voit là, c'était plus gros qu'un 2 $. Un 2 $ canadien, là, ma cicatrice est environ 3 à 3 par 4 là, mettons 4 cm de diamètre, le trou, puis 1,5 de profondeur. Puis un 2 $ ici, c'est peut-être 2 cm là, Fait que c'était deux fois un 2 $. Ouais, Ouais, c'était un bon trou, là. j'allais te demander si tu avais été drainé, mais t'as pas eu de drain. T'as quand même pas eu Ils de n'ont drain. pas mis de drain, non. D'accord. Ils ont mis, c'est ça, c'est des bandages drainants. Donc j'allais au CLSC, puis là, c'est ça, il faut changer ça aux 2 jours. Bah oui, Donc, donc il tu faut devais se te rendre aux... déplacer, tu devais descendre Absolument. tes 3 Puis étages. ouais, Oh, ouais, descendre mes 3 étages, prendre ma voiture, aller. Puis là, je vais pas me faire soigner avec mon bébé parce que je suis couchée puis j'ai pas accès. Fait qu'il fallait que je taille mes allaitements parce que je partais à peu près 1 heure pour ah mon la soin, vache, mon bah soin. oui. Fait qu'il Oh. fallait que je prévoie mes allaitements. Puis, on a eu le cadeau d'avoir un enfant qui était vraiment pas demandant, puis je pouvais l'allaiter quand je voulais. Fait que si mon rendez-vous était à 17 h, je l'allaitais à 16 h, puis il n'y avait pas de problème. Peu importe, il était rendu où dans sa routine, là. Je sais que c'est pas tous les enfants qu'on peut faire ça, Mais ça, tu vois, mais on se rend pas compte, pour un premier enfant, quand tu allaites, c'est hyper stressant, bah, même le ouais, biberon en fait, hein, mais de dire, alors, c'est maintenant et alors après il faut que je m'en aille et alors, est-ce que c'est le bon horaire? C'est déjà une exactement. charge mentale qui est hyper dure au début quand c'est ton premier enfant et alors quand en plus tu es physiquement, comme toi, atteinte et que en plus tu as 3 étages à descendre et à monter, donc il te faut le temps de les descendre, il te faut le temps de les monter, que en plus tu dois prendre ta voiture, mais Ah ouais, j'ai c'était quelque chose. Ouais. Puis aux 2 jours, puis pendant que j'avais des bandages, j'avais pas le droit de prendre ma douche. Fallait aucune humidité dans mon bandage. Donc, j'avais le droit de prendre ma douche enroulée de saran wrap l'heure avant mon rendez-vous de changement de bandage. Parce que si jamais il y a de l'eau qui s'infiltrait, il allait changer mon bandage après. Donc là, j'avais des routines assez serrées de je dois prendre ma douche, ensuite je dois allaiter, puis je dois partir. J'ai resté mettre ça dans un horaire de nouveau-né, là, c'est quand même. ouais. Ouais, mais on l'a fait, pas le choix. Fait que pendant 3 mois, aux 2 jours, je suis allée au CLSC guérir mon... Au CLSC, c'est comme un petit hôpital ici, là, c'est une clinique, là. Puis les infirmières changeaient mon bandage, puis je pouvais retourner à la maison après. Et Ouais. du coup, pour, aussi, garder tout le monde jusqu'à la fin de l'épisode, parce que je pense qu'on pourrait t'écouter pendant 3 heures. Hem, Qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, du coup, comment s'est passée ta guérison physique et surtout comment tu as préparé ta deuxième grossesse? Parce qu'avec une Ouais. cicatrice pareille. Ouais. Donc, ma guérison physiquement, ma cicatrice s'est refermée après 3 mois. J'ai repris tranquillement, c'est-à-dire 1 minute à la fois, les marches, l'entraînement. Puis là, l'entraînement, je parle de faire des abdos très, très, très légers. Donc, ça a été une guérison physique très longue. Je vous dirais que ça m'a pris pratiquement 1 an à être capable de retrouver même pas un niveau d'entraînement que j'avais, là, un niveau d'entraînement régulier, c'est-à-dire être capable de jogger une demi-heure, mettons, puis être capable de faire mes activités physiques régulières. Donc, une bonne année avant d'être capable de retrouver physiquement ma forme, mais pas ma force. Puis, mentalement, le premier 0,3 mois, j'étais comme dans un flou. Là, c'est encore du brouillard dans ma tête. Là, donc, mentalement, le 0,3 mois, c'est juste une bulle d'amour avec mon bébé à la maison. Puis après ça, de 3 mois à pratiquement 18 mois, ça a été excessivement difficile parce que j'avais une énorme cicatrice, j'avais mes abdos qui étaient complètement ouverts, donc mon ventre ne se tenait pas. Donc là, c'est un ventre qui est mou, qui est vide. Puis ça a été vraiment difficile. J'ai pleuré à toutes les fois que je me voyais dans le miroir pendant plus de 6 mois. Là. Vraiment très, très, très difficile au niveau mental. Puis je ne pouvais pas m'entraîner, donc mentalement, ça m'affectait aussi. Donc, niveau mental, ça a été plus long, je te dirais. Ouais. Puis quand j'ai senti que physiquement, j'allais mieux, autour d'1 an, donc on parle que mon bébé avait 12 mois, 12, 13, 14 mois, là, j'ai eu envie de retomber enceinte. Je ne sais pas pour quelle raison, parce que mon corps, je pense qu'il n'était pas tout à fait prêt, mais
vraiment, tu sais, on a comme l'appel du deuxième, là, je l'ai eu directement. Là, le deuxième était là, il allait être là, puis il fallait que ça soit maintenant. Puis quelque part maintenant, rétroactivement, là, quand je regarde ça d'un peu plus loin, je me dis que j'étais pas complètement guérie, puis il fallait pas que je le sois parce que sinon, j'aurais plus jamais voulu être enceinte et accoucher. Fait que Ah oui. c'était comme maintenant parce que c'est encore frais, puis que j'ai encore le courage de le faire, parce qu'après, ça n'arrivera pas. Puis, tu sais, on voulait plus que 2 enfants, mon chum et moi, au début. Puis mes grossesses, ma deuxième grossesse a été difficile en plus, mais les grossesses puis les accouchements, plus jamais, là, plus jamais. Puis la vie m'a donné comme le courage à 12, 13, 14, quand mon bébé avait 12, 13, 14 mois, de me dire, OK, là, je peux le faire. C'est maintenant parce que si j'attends de guérir de tout ça, jamais je voudrais me remettre dans cette situation-là. Jamais. Fait que, tu sais, j'étais pas guérie complètement, puis ça m'a permis d'avoir mon deuxième enfant. Dieu merci, parce que là, je suis contente d'avoir mes 2 bébés. Puis dans la situation, si je tombais enceinte à ce moment-là, dans mon emploi, ça fitait bien. J'avais pas repris de classe encore. Tu sais, j'avais ma business sur le site qui roulait bien. Tu sais, ça fitait bien dans notre quotidien de vie. Puis on s'est dit, ça va nous faire 2 petits bébés rapprochés si ça fonctionne. Puis ça a fonctionné. Fait qu'il y a mes cocos ont 22 mois d'écart, donc presque 2 ans. Puis maintenant que j'ai du recul, je retourne pas là, là. Plus de césarienne, plus d'accouchement, j'ai trouvé ça trop difficile me remettre de ça, là. Tu as été suivie pour ta deuxième grossesse parce que j'imagine que c'était sur surveillance, ils devaient avoir peur de la rupture utérine. Oui, en Euh, fait, ouais, ils m'ont dit que je devais vraiment pas tomber enceinte physiquement 12 mois. Donc, c'était minimum 12 mois pour que mon utérus se refasse. Donc, j'avais 12 mois d'interdiction, là, finalement, de tomber enceinte, parce qu'il y a des mamans qui retombent vite enceintes, là. Donc, ils m'ont mis rapidement sur le Micronor. C'est une pilule qu'on peut prendre en allaitant. Donc, j'ai été là, sous un ovulant, puis finalement, j'ai arrêté parce que ça a coupé ma production de lait. En tout euh, cas, histoire d'allaitement, là, mais en même finalement, temps, Oui, c'est ça, c'est ça. en On même s'est, temps, on s'est protégé autrement, là. ouais, mais en même temps, vu ton état, je pense que tu n'allais pas tomber enceinte à 4 mois, quoi. Non, 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 ah non, 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 effectivement, là, c'était C'est pas pas dans une les plans des priorité. premières semaines. Ah non, ça a été une autre partie très difficile. Retrouver son corps sexuel, retrouver son corps sexuellement avec son partenaire. Ah non, ça, c'est toute une autre étape aussi, là. Vraiment. Mais c'est ça, ils m'ont dit là, vraiment 1 an avant de retomber enceinte. Puis finalement, là, elle m'avait dit 18 mois, idéalement 18 mois de guérison. Mais mon premier, ça m'avait pris 1 an à tomber enceinte. J'ai fait plusieurs fausses couches, puis tout ça. Fait qu'on s'est dit, à 14 mois, on s'est dit, on s'essaie, on commence, ça prendra le temps que ça prendra. Puis je pensais que ça allait prendre, bon, au moins quelques mois, fait que j'allais me rendre à 18 mois. Puis ça a pris tout de suite, là. Donc, finalement, je suis tombée enceinte 14 mois plus tard, là, suite à cet accouchement-là. Puis le médecin qui m'a suivi, évidemment, connaissait mon dossier, tout ça. C'était une césarienne automatique, aucun AVAC de possible. En fait, si j'avais vraiment voulu, j'aurais pu peut-être forcer, mais en aucun cas, je voulais revivre un accouchement vaginal parce que je me suis dit mentalement, je ne serais plus jamais capable de pousser. Parce que c'est parce que j'ai poussé 3 heures que mon bébé s'est emboîté, puis qui n'a pratiquement pas pu sortir, tu sais. Puis finalement, là, c'est ça, j'ai été suivie en physio pour mes abdos. Puis la physio m'avait prévenue, puis c'est ce qui est arrivé. Ma cicatrice, comme elle tenait ma peau, donc elle m'a dit si tu retombes enceinte, ça va fissurer ta peau autour, donc des vergetures finalement. Donc ta peau de ventre de grossesse va être fissurée, ça va sûrement être douloureux. Puis je sais pas pourquoi, mais je me suis dit OK, pas grave. Donc, je suis retombée enceinte, puis ça a fait exactement ça. Donc, ma cicatrice, comme elle attache ma peau, puis que ma cicatrice était très récente, donc elle n'était pas souple du tout. Donc, il y a des vergetures qui se sont attachées à ma cicatrice lors de mes derniers mois de grossesse, là, de ma deuxième grossesse. Fait que ma peau est très abîmée, puis c'était très douloureux parce que quand ta peau fissure, ça fait mal, là, ça pique. Donc, c'était très douloureux, ouais. Puis je sais pas où j'ai trouvé la force de retomber enceinte, mais je l'ai faite, puis je suis très heureuse parce que j'ai mon deuxième garçon, mais c'est ça, fallait que je le fasse vite parce que si j'avais pris conscience de tout ça avec un pas de recul, j'aurais qu'un enfant, là, tu sais. Mm. Du coup, tu as eu une deuxième césarienne très douce, programmée avec ton conjoint, ça s'est bien Absolument. passé, une Très bien jolie passé. rencontre, toute Oui. douce. Ouais, le jour et la nuit avec ma première rencontre, un énorme stress la veille de la césarienne.
pour moi et pour mon conjoint aussi. Mais comme c'était planifié, on était les premiers sur la liste. Le médecin m'avait vu, connaissait mon dossier. Puis c'est drôle parce que les infirmières qui sont venues me soigner avant ma césarienne, ils ont reconnu ma plaie. Puis ils ont dit, ah, c'est toi la césarienne hantée. Puis là, il y a une médecin qui est venue me voir. Elle m'a dit, moi, j'étais là dans ta césarienne. J'étais étudiante à ce moment-là. Puis c'était un événement connu à l'hôpital là, à ce moment-là, 2 ans plus tard même. Fait que, puis ils m'ont proposé de la refaire, ma cicatrice, ils m'ont proposé de recouper puis de me recoudre, mais j'ai refusé parce que je voulais pas revivre la fermeture d'une Ouais, césarienne encore, tu sais, d'une ouais, hantée, donc, ouais. puis de peur que ça réouvre. Puis là, je me suis dit avec 2 bébés, si ça l'ouvre, si ça l'infecte. Donc, ils m'ont proposé de le faire, tu sais, parce que finalement, c'est des soins esthétiques, là. Mais ils m'ont proposé de le faire durant ma deuxième césarienne, puis j'ai refusé, puis je suis bien contente parce que je voulais pas revivre ça, là. Et Mm. du coup, comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien. Je te dirais que ça m'a pris un bon 18 mois, presque 2 ans, à être capable de parler de mon accouchement ouvertement. Mon chum aussi, ça a pris plusieurs mois avant qu'il soit capable d'en parler. Nous, on s'en parle ensemble, mais tu sais, qu'on raconte notre histoire parce que je n'étais pas capable physiquement de parler si je racontais mon accouchement. Bon, ça va bien, ça va bien. Ouais, je suis capable de m'en remettre. Ça m'a ouvert les yeux sur la force des femmes. Ça m'a ouvert les yeux sur la maternité, évidemment, mais c'est ce qui est venu vraiment créer un point de créativité chez moi parce que je faisais de la photo avant, mais je n'étais pas dans le monde féminin, là. Je n'étais pas dans le monde des femmes, des accouchements, des bébés, de la maternité, de l'allaitement. J'étais vraiment dans le monde, un monde complètement différent. Je faisais des photos animales. Donc, ça m'a permis de m'ouvrir sur ça, puis de partir finalement mon entreprise comme photographe de maternité. Puis, c'est comme un beau cadeau de la vie, dans le fond, là, toute cette épreuve-là. Ça m'a permis de me centrer sur une activité créative que j'adore, puis qui maintenant est mon travail, tu sais. Puis ça m'a permis, c'est ça, de me rapprocher des femmes qui sont mères aussi, puis que j'ose dire maintenant des femmes qui ont des cicatrices, maintenant que je t'ai rencontrée, parce que j'ai jamais vu ma cicatrice autrement qu'une cicatrice de césarienne. Puis maintenant, je vois qu'il y a plein de femmes qui ont des cicatrices d'opérations différentes, tu sais. Puis c'est tout un autre parcours, mais des gros parcours lourds psychologiquement et physiquement aussi. Donc là, ça me donne envie d'aller explorer ce monde-là aussi, des femmes cicatrisées. Ouais, des Mm. super héroïnes, pas parce que elles sont plus fortes que les autres, mais parce qu'elles sont encore debout et qu'on est encore Oui. debout après ce qu'on a vécu. Et c'est Mhm. ça qui est en fait notre force. Et puis ça nous rappelle aussi notre résilience, parce que quand on voit nos cicatrices, on se dit j'ai vécu ça et je l'ai Ouais. surmonté. Mm. J'ai quand même envie de te demander du coup aussi comment ton conjoint a vécu ça, parce qu'on ne pense pas souvent au conjoint. Est-ce que vous avez eu un suivi psy tous les deux, ou est-ce que lui, il a eu besoin d'en parler? Comment ça s'est passé pour lui aussi? Pour lui, l'accouchement, là, physiquement, l'heure de l'accouchement de la césarienne qui a mal été, il a très difficilement vécu, avec raison, parce qu'il était complètement conscient. Donc, j'ai l'impression que moi, je l'ai vécu physiquement, puis que lui, il l'a vécu psychologiquement. Donc, vraiment, moi, physiquement, ça a été très difficile. Puis, mon niveau psychologique que j'ai trouvé dur, c'est pas me remettre de cette heure-là d'accouchement, c'était me remettre des blessures de l'accouchement, tu sais. Ouais, de la Mais convalescence. c'est ça. Ça, c'était mon psychologique. Mais lors de l'accouchement, j'ai pas de souvenirs, tu sais, j'ai pas de souvenirs émotionnels. Lui, les souvenirs émotionnels de cette heure-là sont très ancrés, puis ça lui a pris beaucoup de temps, quelques semaines, quelques mois, à être capable d'en parler ouvertement. Puis, tu sais, après l'accouchement, il faut que tu appelles la famille parce que tout le monde attend des nouvelles, tu sais. Puis, je me rappelle encore quand il a appelé sa mère, puis, tu sais, il a fondu en larmes, puis il a raconté, tu sais. Puis après ça a été dur, ouais, pour lui de raconter l'accouchement puis de revivre ça. Ouais, ça a été difficile. On n'a pas eu besoin d'aide psychologique. On s'est retrouvés là-dedans. C'est sûr qu'on en parlait nous deux. Puis, on a eu la chance, à travers ça, que mon bébé n'ait aucune séquelle. Bien Donc, sûr, on je t'ai s'est pas demandé. beaucoup. Bien sûr. Ouais, Oui, mais bien sûr. je ne l'ai pas dit dans la foulée de l'événement, mais le bébé n'a aucune séquelle. Fait qu'on s'est dit, on a vécu ça, mais je suis en vie. Il est en vie. Il est en pleine forme. Puis c'est un garçon qui est très vigoureux, très actif, très physique. Puis c'est drôle aujourd'hui parce que là, il y a 3 ans, fait qu'on connaît plus sa personnalité.
Puis c'est un petit gars très tomboy, il détruit tout sur son passage, là, il est très physique. Puis on rit parce on lui dit: «Tu détruis tout, même maman, là, tu 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 m'as détruit sur ton passage, puis tu t'es remis en une seconde sans aide, finalement, sans aide de la néonatalité». Puis c'est très représentatif de sa personnalité. Donc, tu sais, on dit des fois notre accouchement est représentatif de notre avenir, mais lui, son accouchement cadre avec sa personnalité, là, 100%. Et Donc, on s'est beaucoup basé sur le fait que notre garçon était en pleine santé, en pleine vie pour se dire qu'on continue, puis tu sais, ça nous arrête pas, là. Puis ça nous a rapprochés beaucoup parce que mon chum est très bon dans les soins. Il a pris soin de moi, pris soin de mon bébé. Donc, mon conjoint a vraiment bien pris soin de moi, pris soin du bébé, puis ça nous a vraiment, tu sais, on a pu créer une belle bulle d'amour. bah, franchement, merci, Florence, parce que, bon, je pense que c'est l'épisode où j'ai le plus pleuré, où j'étais le plus émue, tout du long, où j'ai dû couper le micro plusieurs fois. Hem, je te remercie vraiment parce que, comme justement tu as fait ce travail de résilience et que c'est dépassé, tu en parles avec aussi un certain détachement quand même. Ce qui, je trouve, rend, ton message d'utilité publique, parce que, on peut l'écouter, bien sûr en étant ému, mais en se disant, en tirant des leçons, en se donnant même des idées de ce qu'on peut faire, chez soi et cetera. Se dire: «Ah oui, bah, tiens, là, la chaise, c'est une bonne idée», tu vois? Des choses comme ça. Hem, si tu avais, des 3 conseils à donner aux femmes qui vivraient alors, soit une césarienne très compliquée comme ça ou en tout cas une césarienne ou en tout cas un moment de vie comme ça très compliqué, qu'est-ce que tu leur recommanderais? Euh, le premier conseil que je donne aux mamans à qui je parle, puis aux femmes peut-être qui écoutent, c'est de n'avoir aucune attente, de se laisser la vie te porter, de faire les efforts nécessaires, de prendre ta force intérieure pour passer à travers tout ça, mais donne-toi pas de deadline de temps. Dis-toi pas, faut que je sois bonne à tel moment, faut que je sois capable de courir à tel moment, faut que je puisse m'entraîner à tel moment parce que ça crée trop de déception. Tu n'es pas, tu sais, c'est pas toi qui décides du temps de guérison que ton corps a besoin. Donc, de s'écouter et de ne pas avoir d'attente sur ta guérison, d'attendre que ça arrive, puis ça vient, tu sais. Puis ça m'amène à dire mon deuxième conseil, le temps guérit. Le temps guérit et c'est vrai. Puis, il faut que tu sois patiente parfois, mais le temps te laisse le temps de te reconstruire physiquement, de te reconstruire psychologiquement, puis de retrouver la force que tu avais ou peut-être que tu n'avais pas et que tu trouves pour être capable de surmonter ça. Puis de rester dans le positif, parce que quand tu tombes dans le négatif, ça, c'est facile à dire, mais tu sais, quand tu tombes dans le négatif, c'est dur de te remettre. Et quel serait ton troisième conseil? De choisir les bonnes personnes à qui s'ouvrir, parce qu'au début, on veut s'ouvrir un peu à tout le monde, on veut en parler, on a besoin d'en parler, mais c'est pas tout le monde qui est réceptif, ni qui a la capacité de recevoir une charge émotionnelle comme tu as vécu, ni de concevoir non plus, même régulière. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est capable de s'ouvrir à ça. Donc, choisir les bonnes personnes à qui s'ouvrir, puis une fois que ta guérison est faite, là, en parler, tu sais, plus ouvertement, mais vraiment choisir des personnes à qui tu peux en parler et que tu as envie d'en parler. Effectivement, il faut que ça sorte, mais de pas en parler à tout le monde parce qu'après ça, la réaction des gens, tu peux être sensible à ça. Puis ça a été un point de difficulté pour moi, tu sais, la réaction que certaines personnes pouvaient minimiser ce que j'ai vécu ou maximiser ce que j'ai vécu alors que c'était pas, tu sais, moi, j'ai jamais été en danger de mort, par exemple. Alors vraiment choisir les bonnes personnes à qui tu t'ouvres au début. Oui, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à aborder sur ton vécu que je t'ai pas demandé ça, c'était le soutien de tes proches. Après, c'est vrai que tu as dit qu'il y avait ta mère, ta belle-mère. Après, c'est vrai que c'est pas parce que les gens sont physiquement là pour t'aider sur de la logistique qu'ils sont là émotionnellement pour te comprendre et t'aider. Mais oui, c'était une question que je voulais te poser, c'était est-ce que tes proches t'ont soutenu? Oui, absolument. Ma famille proche a toujours été présente, physiquement beaucoup, émotionnellement beaucoup. Mon conjoint puis ma maman qui étaient là, tu sais, par semaine, les premières années, je dirais. Ma sœur qui m'a soignée carrément, physiquement. Parce qu'après ça, comme tu sais, il faut s'habiller avec cette cicatrice. Puis à ce moment-là, je connaissais pas ta lingerie extraordinaire. Donc, j'ai eu tout un défi à trouver des petites culottes puis une paire de pantoufles d'abord sur ma cicatrice puis qui était pas c'était pas douloureux à porter. Fait que ma sœur qui m'a amené magasiner à plusieurs reprises. Puis à ce moment-là, c'était la COVID. J'ai pas beaucoup vu mes amis. Ils ont été proches d'une autre façon, donc proches virtuellement. Sauf une, mon amie qui a accouché pratiquement en même temps que moi, que j'ai vue en secret pendant la COVID, pour qu'on se sente moins seul. Mais oui, j'ai eu un entourage très proche, puis j'ai été très reconnaissante de ça. Ça m'a aidée absolument. Mm. Et est-ce que tu veux faire passer un dernier message,
par exemple, je sais pas s'il y a par exemple, des sportifs qui vivent quelque chose comme ça, est-ce que tu voudrais leur faire passer un message? Aux femmes, Oui, ben, tu sais, sportives ou pas, mais c'est vrai qu'avec voilà, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on oublie que notre corps est un nouveau corps et qu'on peut pas repartir sur oui, nos entraînements comme on était avant. oui, absolument. Mais, tu sais, j'aimerais dire que ton corps change. Ça a été un gros changement, une césarienne ou une opération, peu importe. Peut-être le premier, moi, ça a été le premier changement que j'ai vécu. Ton corps va évoluer dans le temps. Donc, tu sais, j'ai envie de dire, essaie pas d'aimer ton corps comme il est maintenant, mais aime ta force, aime ton corps en évolution, aime ta puissance, ta créativité ou ta force pour te remettre à t'entraîner. Aime ce côté-là de toi pour passer à travers ça parce que ton corps change, même avec ou sans cicatrice, ton corps est en évolution constante. Si tu t'aimes à 30 ans maintenant, ça sera pas pareil à 70 ans, tu sais. Donc, trouve quelque chose d'autre chez toi à aimer pour trouver la force de continuer. Puis ceux qui s'entraînent, ça revient. Ça revient. Là, je suis à 15 mois postpartum de mon deuxième, puis je retrouve un niveau pas similaire à B, là. Donc, tu sais, ça revient, on est capable, tu vas trouver la force quelque part. Faut juste y aller, faut se faire confiance. Ouais, bah, merci beaucoup. Vraiment, Florence, je pourrais parler avec toi toute la journée. T'es hyper inspirante, t'es vraiment Oui, une super nana, merci. une vraie warrior. Et j'espère que t'es fière de toi, parce que franchement, c'est incroyable ce que t'as vécu. Oui, Et merci de nous offrir cette opportunité de parler de ça. Je trouve ça tellement important. Puis j'aurais tellement eu besoin durant mon postpartum d'entendre des témoignages avec ton podcast. Vraiment, merci à toi parce que j'ose croire que ça va aider 1000 femmes partout dans le monde, hein, francophones, ouais, pour pouvoir surmonter ces épreuves-là physiques et psychologiques. en tout cas, Florence, on te retrouve sur Instagram, sur ton compte de photographe, pour si on Oui, veut échanger avec toi. Je mettrai les ressources dans l'épisode. oui, Si tu as d'autres merci. ressources aussi, n'hésite pas à me dire, je les mettrai dans les ressources de l'épisode. Si tu as des choses auxquelles tu penses, des lectures, donc évidemment donc notre podcast, mais si tu as d'autres ressources à recommander. Et en tout cas, on n'a pas fini de parler de toi, puisque on va permettre aux auditeurs de aussi découvrir des belles photos de toi. Et je te remercie aussi pour le don de cette galerie qui est magnifique. Ça Et fait puis, plaisir. et puis hâte aussi de pouvoir aussi amener Wounded Women au Québec pour aider aussi les femmes au Québec. Et puis même de voilà, Absolument. faire des On choses attend. à distance, mais, Oui, mais voilà. En tout pouvoir cas, continuer. j'aimerais vraiment pouvoir te serrer dans mes bras. Je vais ressortir de cet épisode très émue. Je t'ai déjà ému notre rencontre, mais je crois que la vie elle voulait qu'on se rencontre. Donc vraiment merci. Et puis, belle suite à toi et tes petits et avec Merci. ton amoureux. Merci. À toi aussi, on se revoit bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout, d'avoir écouté Florence. Envoyez-lui le maximum de soutien en commentaire de cet épisode sur vos plateformes d'écoute, sous les posts aussi, Instagram, LinkedIn, sur notre site internet de cet épisode. Partagez-le autour de vous. Et puis, vous savez, nous avons lancé la première étude sur les impacts socio-économiques et santé du parcours de soins post-césarienne tel qu'il existe aujourd'hui. Quel que soit l'endroit où vous êtes, n'hésitez pas à donner votre ressenti, à répondre aux questions. Nous sommes en train, avec plusieurs hôpitaux partenaires et notre réseau de 300 soignants, notre board médical pluridisciplinaire, de travailler à l'amélioration des protocoles post-césarienne, justement. Et donc, nous essayons d'avoir le maximum de données sur l'impact social, économique, psychologique, physique que peut avoir ce parcours inexistant tel qu'il est aujourd'hui, afin de modifier et améliorer les protocoles. Donc, plus on répond et mieux on pourra améliorer ces protocoles. Donc n'hésitez pas à y répondre, vous le trouverez dans les ressources de cet épisode et un peu partout sur nos réseaux, nos newsletters. N'hésitez pas à vous y inscrire pour avoir plein de tips santé et participer à des événements inédits en numérique ou physique. Merci à vous, je vous retrouve très vite et à très bientôt.